Mesdames, Messieurs, vous avez raison d'avoir porté votre choix sur cette chaîne parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très actuel avec une personnalité pas de moindre. Il s'agit bien de l'honorable professeur Faustin Kwankakala. Il est secrétaire général adjoint de l'ECD, parti politique de l'opposition en République démocratique du Congo. Il est professeur des universités, mais aussi et surtout ancien député national élu de la circonscription de Féchi dans la province du Kwango. C'est avec lui que nous allons décrypter le sujet concernant, premièrement, le dialogue en République démocratique du Congo, et puis nous allons parler du changement ou de la révision de la Constitution, ce sujet qui est en train de faire jaser. C'est avec lui, justement, que nous allons en parler. Honorable Faustin Kwakwa, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre. Ah, voilà, merci. Comme je l'ai dit, nous sommes en République démocratique du Congo et spécialement nous nous retrouvons ici à Kinshasa, qui est la capitale de ce pays. Nous allons essayer avec vous de décrypter un sujet qui est vraiment d'actualité. Il s'agit bien du dialogue. Il y a votre parti politique, l'ECD, est en train de ne jurer que sur le dialogue comme seule solution pour pouvoir mettre un terme à cette crise politique congolaise, aussi pour mettre fin à la guerre. Mais ça va se passer comment déjà à partir du moment où les gens qui sont au pouvoir disent que ce n'est pas avec ce dialogue qu'on mettra fin à la guerre, d'autant plus que, excusez-moi, la question est un peu longue, d'autant plus qu'il y a déjà des pourparlers sur plusieurs fronts, notamment à Luanda, à Doha et puis à Washington. Cela va se passer comment, honorable Faustin Kwakwa? Bon, merci d'abord de me donner cette occasion de m'entretenir avec vous. Je pense que les dialogues dont nous parlons, c'est les dialogues entre fils et filles du Congo. Et quand on parle du dialogue entre filles et fils du Congo, ça signifie que ce sont les Congolais qui doivent être ensemble autour d'une table pour pouvoir échanger, discuter des problèmes qui sont les nôtres et surtout ces problèmes sécuritaires, ces problèmes sociaux, ces problèmes, je dirais même institutionnels et qui rongent en fait à l'état actuel notre pays. Alors, si on se met sous cet angle-là, il est un peu farfelu de pouvoir évoquer les dialogues à Washington, les dialogues à Doha, parce que ces dialogues-là sont parcellaires. Ce ne sont pas toutes les filles, tous les filles donc, qui sont représentées, ou de telle sorte que toutes les couches soient représentées, qui sont autour de la table. C'est comme ça, nous, décidés par la personne de son président, M. Martin Fayoulou, nous avons depuis longtemps plaidé pour la nécessité d'un dialogue inclusif pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes qui rongent notre nation. Ah, voilà, oui, mais quel est le format justement que vous êtes en train de proposer à partir du moment où certains acteurs majeurs dans cette crise sont condamnés par la justice? Parlons clairement de Joseph Kabila, qui aujourd'hui est condamné à mort et qui est pratiquement une persona non grata auprès du pouvoir en place. Comment ça va se passer? Ce qu'il faut savoir retenir, c'est d'abord l'appel au dialogue pour nous date de 2019, juste après les élections, qui ont connu Martin Fayoulou, élu de la nation congolaise par le peuple congolais. Mais on a assisté à un braquage, un arrangement entre M. Kabila et M. Félix Tshisekedi. Ils se sont mis ensemble, signé un deal pour pouvoir ne pas reconnaître celui que le peuple a élu et donner le pouvoir à M. Félix Tshisekedi. Cet acte-là a plongé le pays dans la crise déjà condamnée par l'exposé des motifs de notre Constitution, qui dit clairement que
les crises récurrentes que connaît la nation congolaise ou le pays sont dues justement à l'illégitimité des institutions et de ses animateurs. Ce qui signifie que l'acte posé par M. Kabila et M. Félix avait mis des graines d'une crise qui devrait suivre. Et effectivement, nous nous sommes trouvés là-dedans. Mais avant que cette crise-là advienne, le président Martin Fayulu a sorti un plan pour régler cette situation en disant plan de sortie des crises. Parce que par ces deals-là, on était déjà entré dans une crise. Malheureusement, il n'a pas été suivi, il n'a pas été entendu. Et 2 ans après, l'Union sacrée et le FCC, le cash. Les cash ne se sont plus entendus, ils se sont divisés et depuis, les choses ont mal tourné. Non seulement cela a mal tourné, nous sommes allés aux élections de 2023 qui n'en étaient pas une et la guerre s'est déclenchée. Alors, par rapport à ça, le parti politique SID a organisé le Conseil national. Parce que c'est chaque année que nous organisons le Conseil national. Et à l'issue de ces conseils nationaux, dans ces résolutions, le président Martin a interpellé M. Félix Tshisekedi pour pouvoir organiser les dialogues inclusifs sous la facilitation de nos pères évêques. Et là, nous sommes en 2024 déjà, en 2024. Vous voyez, donc quand vous prenez ces choses-là, vous devez vous rendre compte d'une réalité qui est, dans ces pays où nous sommes, il y en a qui font la politique pour leurs intérêts à eux, mais d'autres qui ont une vision beaucoup plus, je qualifierais, beaucoup plus responsable de l'essence même de la politique, qui font la politique pour la nation, pour le bien-être du peuple congolais. Alors, ceux qui font la politique pour eux-mêmes, ils militent pour un positionnement. Quelles que soient les situations que le peuple, la nation endure, ça ne les intéresse pas, pourvu qu'ils demeurent là où ils sont. Ouais, honorable, pour ne pas vous couper la parole, parce qu'il y a des gens aussi qui disent que si Martin Fayulu aujourd'hui tient au dialogue, c'est parce qu'il veut se retrouver au gouvernement, parce qu'il veut être nommé Premier ministre par Félix Tshisekedi. Vous ne pensez pas que là, vous êtes dans dans une logique d'autodestruction pragmatique, comme le dirait Habermas? Pas du tout, parce que ceux qui disent ça ne comprennent même pas la réalité. Puisque si Martin Fayulu voulait... faisait cela pour pouvoir devenir Premier ministre, il le serait déjà, sans passer par les dialogues. Parce que ce n'est pas quelque chose à cacher. Les sollicitations ne manquent pas. Ce ne sont pas les sollicitations qui ont manqué. Vous étiez témoin quand, justement, pour pouvoir mettre l'intérêt de la nation en avant, il décide d'aller rencontrer M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Après cette rencontre, il y a eu un gouvernement qui a été mis en place. Et je pense que... vous voulez dire qu'après cette rencontre-là, Martin Fayulu Tshisekedi avait proposé que Fayulu devienne Premier ministre? Tshisekedi n'a pas proposé à Martin Fayulu qu'il devienne Premier ministre lors de leur échange, entretien. Mais après, on a entendu, on a su. Et il y en a qui ont même jazzé là-dessus, croyant. D'autres, il y en a qui ont parlé même de l'argent, qu'il aurait reçu l'argent. D'autres encore ont dit non, c'est pour pouvoir être nommé. Et le gouvernement a été mis en place. Ni Martin Fayulu, ni les collaborateurs de Martin Fayulu se sont retrouvés dans ce gouvernement-là. C'est tout simplement pour dire que la motivation n'était pas celle-là et n'a jamais été celle-là. Mais c'était quoi la motivation déjà, aller voir le président de la République? Justement parce que M. Tshisekedi ne voulait pas à ce moment-là recevoir les évêques. Comme je viens d'évoquer la résolution du Conseil national qui demandait la tenue du dialogue inclusif sous la facilitation des évêques, et quand le président Martin Fayulu a rencontré M. Félix, il lui a fait comprendre qu'il y avait nécessité de rencontrer les évêques parce que lui refusait de les recevoir. Et c'était ça. Et puis il devait lui faire comprendre aussi que pour éviter la balkanisation, il faut absolument que les fils et les filles du Congo se mettent ensemble, discutent et trouvent des voies et moyens pour pouvoir mettre le pays sur les rails. Que tous les mots qui jusque-là ont été
commis puisse être dans un dialogue qui avait pour thème vérité, réconciliation et cohésion nationale, que nous puissions dire les choses que nous avons faites et comment prendre une résolution pour ne plus revenir là-dessus et puis nous décider pour nous mettre sur un nouveau chemin qui va construire un Congo digne de la mission que je dirais même l'Afrique attend de lui. C'est de ça qu'il s'agissait. Et c'est ce contenu-là, on a vu d'ailleurs après cette rencontre que M. Félix Tshisekedi a reçu les évêques. C'était ça, c'était déjà une victoire. On peut aujourd'hui dire que le président Tshisekedi écoute aussi le président Martin Fayulu. Mais il n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix parce qu'il s'est rendu compte que la démarche du président Martin Fayulu n'était pas pour aller solliciter un poste. Non, c'était pour le bien de l'État, de la nation congolaise, et ce n'était pas quelque chose pour son intérêt personnel, mais pour l'intérêt de la nation. Et je pense qu'il a été quand même à l'écoute, il l'a fait. Mais vite, on s'est rendu compte qu'il a été récupéré par les forces centrifuges qui l'entourent, où vous avez des caciques qui ne veulent pas de ça. Et finalement, ça n'a pas donné quelque chose. C'est comme ça qu'il y a eu une deuxième rencontre aux États-Unis au mois de février, où le président Martin est revenu encore sur la même nécessité. Et des États-Unis, on a vu M. Félix Tshisekedi descendre à Luanda, rencontrer le président Lorenzo et annoncer déjà une tenue possible du dialogue, et puis plus rien. Plus rien. Au lieu justement qu'on s'engage sur ce chemin de dialogue, on s'est mis à parler de quoi? Du changement de la Constitution. On va en arriver là. Alors qu'il est, est-ce que votre parti politique croit encore à la tenue d'un éventuel dialogue? C'est une nécessité. La tenue du dialogue inclusif est une nécessité qui nous incombe. Et il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Mais je sais que ce n'est pas facile pour obtenir ça. Ce n'est pas facile. Mais nous disons tout simplement, les uns comme les autres, nous savons qu'il y en a qui n'en veulent pas. Ça, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas naïfs. Il y en a, comme je le disais au début, qui sont là pour un positionnement politique, qui sont là pour pouvoir saigner le tas en détournant des millions et des millions, qui trouvent qu'en se maintenant au pouvoir, cela leur vaut quelque chose. Et de l'autre côté aussi, il y en a qui ont pris des armes, qui sont au service de forces étrangères, qui n'ont pas non plus envie de pouvoir perdre tout ce qu'ils en tirent comme avantage, comme positionnement. Les dialogues non plus ne les arrangent pas. Mais nous disons, les uns comme les autres, et ceux qui n'ont pas pris des armes, la société civile, les partis de l'opposition, mais ce sont des Congolais, ils ont un mot à dire dans la gestion et l'avenir de cet État. Alors, comment ne pas entendre ce son des cloches-là qui clament fort? Il faut nécessairement un dialogue. Parce que si nous regardons ce qui se passe autour de nous, regardez à Ukraine, il y a guerre, la Russie et l'Ukraine. Mais on a cherché, jusque-là on continue encore à chercher la possibilité de se mettre autour d'une table pour dialoguer. L'Iran est aujourd'hui en guerre contre les États-Unis et Israël. Ils sont en train de chercher comment dialoguer pour trouver. Et l'histoire nous fait comprendre aussi que toutes les guerres qu'on a eues ici dans ce monde ont fini justement autour d'une table. Et pourquoi ici, les fils et les filles du Congo, pour le bien de la nation, ne peuvent pas se mettre autour d'une table? Mais quelle chance donnez-vous à Doha et Washington? D'autant plus que à Doha, il y a les Congolais qui sont en train de discuter entre eux, c'est-à-dire le gouvernement et le M23. Et puis du côté de Washington, on a vu le Rwanda qu'on accuse toujours d'infester l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'avec ces deux mécanismes-là, on est incapable d'avoir la paix que vous recherchez à travers un dialogue? Tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose, je vous le rappelle, qu'il y en a qui ont été jugés et condamnés. Parce qu'on disait qu'ils ont le sang dans leurs mains. Et ces gens-là, vous cherchez à savoir comment vous mettre autour d'une même table avec eux. Or, à Doha que vous venez d'évoquer, ce sont ceux-là qui parlent avec le gouvernement congolais.
La question que nous nous posons, pourquoi vouloir discuter avec ceux qui ont soi-disant le sang dans leurs mains à Doha ou à Washington et ne pas parler avec eux au même moment que tous les fils et les filles congolais autour d'une table? C'est là la question. On dit que ça sera budgétivore. Mais non, le budget, c'est pas ça. Ça ne peut pas être évoqué comme raison pour ne pas nous mettre ensemble. Et surtout que vous avez beaucoup de pays partenaires qui sont prêts à avancer de l'argent pour ces dialogues-là. Et là, je m'aimerais même poser la question. Les millions qui sont détournés ici, que les individus mettent dans leurs poches, est-ce que c'est moins que l'argent qu'on mettrait pour pouvoir tenir les dialogues? Ces dialogues prendront combien de temps? Ça ne va pas s'éterniser comme lors de la conférence nationale souveraine. C'est un dialogue qui doit être très limité, très pointu, où on sait déjà quels sont les animateurs, quels sont les points à débattre. Nous, au moins, au niveau de l'ECD, la Mouka, le président Martin Fayoulou a mis sur table le point très précis, la façon dont ce dialogue peut se tenir, peut s'organiser, quels sont les objectifs poursuivis. Et ça, tout esprit animé par un bon sens, qui entrerait en possession de cela, ne peut pas ne pas aller dans cette direction-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est vraiment pas un problème d'argent, mais c'est un problème tout simplement de volonté politique. C'est un problème de la vision qu'on a de ce que c'est la nation, la République, et puis finalement, qu'est-ce qu'on a comme compréhension de ce qu'on appelle le pouvoir. C'est tout simplement ça. Voilà, honorable, c'est ça qui nous permet d'entamer le deuxième sujet. Mais avant cela, on a vu que la République démocratique du Congo a fait preuve d'humanisme en accueillant les migrants qui ont été expulsés des États-Unis. Et on a vu que le président de votre parti politique, le leader de la Mouka, M. Martin Fayoulou, s'exprimait quant à ce. Il a déploré cette façon de faire et appelle cela carrément un sabotage. Vous avez un point de vue à émettre quant à ce? Mais bien sûr, je ne peux qu'aller dans le sens de la prise de position du président Martin Fayoulou, parce que ce qu'on appelle, il y a un adage qui dit « la charité bien ordonnée commence par soi-même ». Vous ne pouvez pas prétendre faire montre d'humanisme à l'égard des étrangers quand les propres fils et filles du Congo qui sont là, qui souffrent. Vous avez les cas, je peux évoquer ici les Pakadjouma. Vous avez les milliers de déplacés à l'Est qui passent des nuits à la belle étoile, qui n'ont ni soutien de l'État, même pas de tentes pour pouvoir s'abriter. Ces gens-là sont abandonnés, laissés à leur triste sort, et puis qu'on vient prétendre recevoir par humanisme, et puis, par humanisme, mais en portant atteinte aux lois qui régissent du point de vue international la gestion ou la question des migrants. Donc, c'est vraiment à rejeter. Nous disons tout simplement, dans la soif de demeurer au pouvoir, le gouvernement congolais ouvre la porte à tout et à n'importe quoi aux États-Unis ou à l'administration américaine actuelle. Tout ce qu'on lui demande, il accepte parce qu'il croit en tirer des dividendes pour pouvoir demeurer au pouvoir et réaliser ses projets, même si ces projets sont contre nature, contre la nation, contre même presque, comment on appelle ça, la loi internationale en la matière. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que nous sommes en train de recevoir dans cette émission le professeur Faustin Kwakwa. Il est ancien député national, professeur des universités surtout, secrétaire général adjoint de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou Madidi. Voilà, c'est ça qui nous permet, on sait qu'on ne reste plus avec beaucoup de temps. Moi, je voudrais m'en tenir à une phrase du président Martin Fayoulou qui dit que amorcer le changement de la Constitution
est synonyme de pouvoir consacrer la balkanisation. Qu'est-ce que les gens peuvent comprendre par rapport à ça? Quel rapport y a-t-il entre la balkanisation et le changement de la constitution ou la révision? Nous devons être réalistes. Nous devons être réalistes. Nous disons aujourd'hui que le pays est en guerre. Il y a une bonne partie de notre nation qui est prise par ceux qui ont pris les armes, les rebelles, et sous la... secondé par le Rwanda. Au moment où vous, ici, où le gouvernement ici parle de changement de la Constitution, et qu'il arrive un jour à mettre sur pied un nouveau texte constitutionnel, ça signifie en ce moment-là, il demande à ceux qui sont du côté Est créer un autre État parce que ceux-là vont s'attacher à l'ancienne constitution et se diront que ce que vous avez fait là ne nous concerne pas, nous restons ici et c'est un autre État qui va être créé. Ça, c'est de manière pragmatique et pratique pour comprendre les choses. Mais en réalité, quand aujourd'hui on parle du changement de la constitution, on doit se poser la question, pourquoi faire ? Est-ce que c'est ça l'important? On dit que cette constitution est une constitution des belligérants et qu'il y a des articles qui empêchent le pays de fonctionner normalement, d'où il faut le changer. Il faut la changer plutôt. Ce ne sont que des mensonges. Parce que ceux qui ont écrit cette constitution, si je peux prendre l'exemple du professeur qui était chargé de... responsable de la sécurité de M. Félix, il a dit haut et fort, non. Il a dit haut et fort qu'il a participé à la rédaction de la Constitution. Beaucoup qui sont ici, qui ont témoigné qu'ils ont participé, ce n'est pas un problème des étrangers ni des belligérants. Et pour ne citer que ça, le fameux article 217 auquel on fait allusion, soi-disant, les étrangers nous ont imposé ça pour céder notre territoire. Dans un premier temps, il y a confusion entre ce qu'on appelle les territoires et la souveraineté. La souveraineté ne se réduit pas à une portion de terre. Ça, c'est de 1. De 2, cet article-là, nous le trouvons déjà dans la constitution de Louloabourg en 59. Nous le trouvons dans la constitution de 1964. Nous retrouvons cet article-là dans la constitution de 1968 de Mobutu. Donc, qui avait mis ça là-dedans? C'est un article, tout simplement, qui a donné aux différents pays africains la possibilité d'adhérer à l'Union africaine. Et c'est ce qui s'est fait partout. Imaginez-vous que cet article-là est présent dans la Constitution française. Parce que si vous n'avez pas cet article-là, vous ne pouvez pas adhérer à des accords internationaux, que ce soit au niveau de l'ONU, au niveau régional, ainsi de suite. Donc, la souveraineté ici, c'est perdre une portion de sa décision personnelle, savoir accepter ce qui est décidé internationalement et auquel vous-même, comme État, vous avez adhéré. Vous avez par exemple la Déclaration universelle des droits humains. Quand on dit des choses là-dedans, mais c'est grâce à cet article-là que ce qui est dit dans la Déclaration des droits humains, que vous pouvez appliquer ça chez vous. Quand vous avez par exemple le problème de Schengen, le visa au niveau européen, que les différents États qui ont signé l'accord de Schengen puissent accepter qu'un seul pays comme ici au Congo, l'ambassade de la Belgique, gère le visa ici. Quand tu as le visa Schengen ici, c'est la Belgique qui donne ça. Mais tu entres avec ce visa ça où? En France, en Allemagne, en Autriche. Donc ils ont cédé leur souveraineté en cette matière. Le euro, la monnaie unique, c'est mêmement. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se raconte là. Ce sont des balivernes. Vraiment, c'est décevant quand on voit des professeurs de droit qui soutiennent de telles choses. C'est aberrant. Donc moi, ce que je veux dire, aujourd'hui qu'on nous dise, quel est l'article, un seul article, qu'on nous le montre qui empêche M. Félix Tshisekedi de construire des routes. Quel est l'article qui empêche ces gouvernements à pouvoir améliorer les conditions de vie des Congolais, améliorer les salaires des Congolais? Quel est cet article qui leur permet de pouvoir détourner l'argent de l'État? Quel est cet article de la Constitution
permet, puisqu'il parle en fait de la compétence à un moment donné au niveau de pouvoir entre les provinces et ainsi de suite. Quel est l'article de la Constitution qui leur permet de tricher aux élections, de mettre des députés fantoches qui ne sont pas élus par le peuple? Ils s'arrangent entre eux. Quel est cet article de la Constitution qui leur dit de telle sorte que dès qu'il y a élection, on commence à avoir des motions parce que ces gens-là ne sont là que pour l'argent, pour mettre au pas le gouverneur. Donc le vrai problème, c'est le non-respect des textes. Ce n'est pas la Constitution en tant que telle, c'est l'homme lui-même, des politiciens véreux qui sont assoiffés du pouvoir, qui ne pensent pas à la nation, qui ne respectent pas les textes et qui détruisent le pays. Donc on n'a pas à mettre ça à l'actif de la Constitution, ça n'a rien à voir. Et encore et plus, cette même Constitution a ses mécanismes, non pas de changement, mais de révision. Personne ne le refuse. Mais puisque le pays est en guerre, comment pouvez-vous aujourd'hui parler de la révision constitutionnelle? Donc, la Constitution elle-même, elle n'est pas mauvaise du tout, elle est bonne. Il n'y a aucune opportunité aujourd'hui. Et surtout, tout ce qui est dit tout autour n'est que mensonge, tricherie, et personne ne peut croire à ça. Merci beaucoup, honorable Faustin Kwakwa. Je rappelle que nous vous recevions dans cette émission en qualité de secrétaire général adjoint de l'EICID, aussi en tant que professeur des universités, et sans oublier votre casquette d'ancien député national élu de la circonscription électorale de Féchi dans la province du Kwango. C'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à celui qu'on appelle le maestro de la technique, Nagui Lengo, pour le cadrage, pour le montage et pour tout ce qui fait afin que cette émission vous parvienne. Quant à moi, votre humble serviteur Guilain Boba, je vous retrouve prochainement dans le cadre de notre numéro. Bye et à bientôt.